L'université populaire, c'est une idée qui a été retrouvée dans le mouvement ouvrier du 19e siècle, où les ouvriers eux-mêmes avaient mis sur pied des endroits où ils pourraient enfin acquérir le savoir qu'on leur avait refusé en les mettant au travail très jeunes. Donc ils voulaient acquérir de la culture, ils voulaient acquérir du savoir dans un but émancipateur, mais dans un but émancipateur qui n'était pas strictement utilitaire. C'est-à-dire il y a un volet utilitaire, un volet culturel au sens plus large. Un volet utilitaire, c'est-à-dire évidemment plus on sait, moins on se laisse tromper, moins on se laisse manipuler. Donc plus on sait, plus on peut se défendre, et bien sûr plus on peut aussi atteindre des professions ou des statuts sociaux plus valorisants. Et donc ça c'est le côté utilitaire. Mais émancipateur, ça veut dire aussi que la culture elle-même, le fait d'avoir de la culture, le fait de découvrir des nouveaux horizons de la connaissance humaine, ça aussi par soi-même, ça épanouit l'être humain. Et on a vraiment pas mal de témoignages au 19e siècle d'associations ouvrières où c'est ce désir-là qui est exprimé, le désir de ouvrir les horizons, ne pas être constamment préoccupé uniquement de la survie, comme on était obligé de l'être à cette époque. L'université populaire retient de l'université traditionnelle la qualité des informations transmises, le principe du cycle qui permet d'envisager une progression personnelle, la nécessité d'un contenu transmis en amont de tout débat, on est de la matière à débattre d'abord. Elle garde du café philosophique, l'ouverture à tous les publics, l'usage critique des savoirs, l'interactivité et la pratique du dialogue comme moyen d'accéder au contenu. Donc on voit bien effectivement les deux volets. D'une part, il y a vraiment une transmission de savoir, on ne va pas directement discuter à partir de nos seules expériences de vie, même si elles sont intéressantes, et d'autre part, il y a une large place qui est laissée au dialogue, à l'échange. Et donc je vous propose de faire ça, c'est-à-dire de reprendre une structure de séance où la première heure de la séance est consacrée à un exposé de contenu, et la deuxième heure est consacrée aux discussions. C'est un cycle, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une progression. Tout ne va pas venir en un coup, et c'est ce qui permet aussi évidemment de répondre à cette autre remarque introductrice qui est, c'est un livre très ardu. Donc c'est important d'entrer dedans en posant des éléments progressivement. Donc on va pas tout avoir en un. Seulement, on aura déjà matière à discussion et à discussion sur ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez éventuellement partir sur une digression, c'est pas grave. D'autre part, même si la discussion a lieu plutôt après l'exposé, vous pouvez aussi m'interrompre, il n'y a pas de problème, ça me dérange pas. Si c'est important à un certain moment d'éclaircir quelque chose. Si vous sentez que ça vous bloque et qu'il faut éclaircir quelque chose, vous pouvez m'interrompre, ça ne me dérange pas. Alors, sur cette question d'émancipation, je vais quand même faire encore un petit morceau d'introduction avant de passer au vif du sujet. Sur cette question d'émancipation, il y a un philosophe qui récemment a mis en doute le fait qu'un enseignement puisse être émancipateur. C'est Jacques Rancière. Il a écrit, fin des années 80, un livre qui s'appelle Le Maître ignorant. Et dans ce livre, il fait l'hypothèse que l'enseignement, la plupart du temps, n'est pas émancipateur, même quand il voudrait l'être, même quand il a les meilleures intentions, parce que, justement, l'enseignement consiste à expliquer. Exactement ce que je disais. Un livre est trop difficile pour l'aborder directement. Il faut un intermédiaire, quelqu'un, l'enseignant, c'est l'intermédiaire qui va l'expliquer aux apprenants. Ça, dit Rancière, c'est le contraire de l'émancipation. Pourquoi? Parce que ça suppose que l'apprenant est incapable d'apprendre par lui-même. Ça suppose qu'il n'est pas assez intelligent pour aborder directement le livre lui-même. Alors comment est-ce qu'on va répondre à ça? Comment est-ce qu'on va justifier ma présence ici et que je ne vous dise pas prenez le livre, lisez-le et puis voilà. Et si vous faut relire 50 fois la même page, relisez-la 50 fois jusqu'à ce que votre intelligence, qu'on suppose égale à toutes les autres, comprenne et saisisse le message. Alors c'est une thèse très importante parce que c'est une thèse d'égalité des intelligences à la naissance, qui est une belle thèse de Rancière et qui est difficile à mettre en doute. Donc Rancière pose que toutes les intelligences sont égales à la naissance, mais que ce qui n'est pas égal, c'est la motivation pour apprendre, l'effort qu'on est capable de faire, ou au contraire la paresse, laisser aller, ou l'attention portée à d'autres choses qu'à des choses, disons, cognitives. Et donc sa thèse, c'est qu'il faudrait que tous les enseignants considèrent que leurs étudiants, à quelque niveau que ce soit, ont exactement la même intelligence, le même potentiel, et donc les stimulent tous autant qu'ils sont. Et c'est seulement de cette manière-là qu'ils vont effectivement pouvoir développer l'intelligence qu'on pourra désormais mesurer. Parce que ce qu'on mesure, c'est toujours le résultat, c'est l'intelligence déjà développée. C'est pas le potentiel qu'on avait au départ. On peut pas savoir quel était le potentiel au départ. Parce que ce qu'on développe, c'est pas nécessairement tout ce qu'on était capable de développer. Donc on peut pas savoir quelle est l'intelligence au départ. On peut pas la mesurer comme capacité. On peut seulement en mesurer les effets au bout de X années d'apprentissage. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on mesure? L'efficacité de l'apprentissage, pas l'intelligence au départ. Donc c'est une thèse qui est solide, mine de rien. Donc c'est une belle thèse. Ceci dit, à propos de l'émancipation et du fait de lire par soi-même, d'apprendre par soi-même, je dirais que ça dépend des matières. Je pense que là, disons, le seul tort de ce livre, c'est peut-être de partir d'un cas particulier et de le généraliser trop vite, de penser trop vite que tout peut être appris de la même façon par soi-même. Je crois que, en ce qui concerne la philosophie, c'est un domaine dans lequel il est difficile d'entrer. C'est difficile d'entrer dans la philosophie, pourquoi? Parce que la philosophie est un savoir cumulatif, qui se repose sur des millénaires de pensée, et de pensée qui n'est pas comme la science, au fur et à mesure remplacée par une pensée plus juste ou plus vraie, ou plus exacte, qui fait qu'on peut, ou finalement, oublier ce qu'il y avait avant. Pas du tout. C'est un savoir cumulatif dont les premières formulations ne sont pas nécessairement moins bonnes que les dernières. Mais en même temps, c'est un savoir qui s'est
énormément transformé au cours de son histoire. Et donc, quand un auteur philosophique utilise un concept, essence par exemple, ou être, il y a 2500 ans de couches superposées de signification de ce terme. Et donc, si on l'aborde pour la première fois, on ne sait pas ce qu'il veut dire. Et lui, il va pas, à chaque fois qu'il dit un terme, définir tout ce que les autres en ont déjà dit. C'est strictement impossible. C'est supposé connu. Et même si vous commencez depuis le tout début, ce qui, malgré tout, peut être utile, mais enfin, même si vous commencez depuis le tout début de la philosophie, où se mettent en place, c'est vrai, les premières notions, même là, on plonge directement dans les questions. Les questions sont d'emblée aussi difficiles. C'est pas comme apprendre un alphabet, on commence par BA, puis on fait des syllabes, puis on fait des mots. C'est pas comme ça, il n'y a pas des éléments premiers, très simples, qui ensuite pourraient progressivement se complexifier. Non, une question philosophique, elle est d'emblée posée dans toute sa complexité. Vous pouvez pas commencer, prendre la question, je sais pas, moi, par exemple, de la liberté, est-ce que l'homme est libre ou non? Et dire, on va commencer une première réponse très simple, et puis après on la complexifiera. Mais non, c'est pas possible. D'emblée, vous devez être complexe, sinon votre réponse n'a aucune valeur. Voilà, c'est ça la difficulté. Double difficulté de la philosophie, c'est donc d'une part la richesse de toute cette histoire philosophique qui s'est accumulée dans ces termes, et d'autre part le fait que les questions philosophiques, elles sont d'emblée complexes, il n'y a pas moyen de commencer par une manière simple d'y répondre. Donc c'est un domaine qui justifie qu'il y ait quelqu'un qui facilite la tâche, qu'il y ait quelqu'un qui introduise, qui dise, bon voilà, quand Castoriadis dit ceci, on lit un petit extrait, qu'est-ce qu'il entend par là, et finalement on commence à voir effectivement dans quel contexte est-ce qu'il parle aussi, pourquoi il parle de ça, quel est le contexte, à qui est-ce qu'il répond implicitement, parce que tout ça évidemment comporte une large part d'implicite. Donc voilà en quoi il me semble que ça se justifie tout à fait qu'on facilite la tâche, et qu'ensuite, muni d'une certaine habitude de considérer les termes et les manières de penser, on devient effectivement capable de l'aborder par soi-même. Donc je pense que au bout de quelques années, on devient capable de vraiment prendre une œuvre philosophique, n'importe laquelle, et la lire par soi-même. Alors d'autre part, il y a un rapport important à faire dans les universités populaires entre les savoirs et l'action sociale ou politique. Il c'est clair qu'il y a une orientation, comme l'expression qu'utilisait Onfray, qui était un usage critique des savoirs. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas uniquement pour l'érudition ou pour le plaisir de la connaissance, même s'il y en a un. C'est pas seulement pour ça. C'est aussi pour pouvoir en faire un usage critique par rapport à la société dans laquelle on vit. Pouvoir utiliser ce savoir pour analyser ce qui se passe, comprendre pourquoi on en est arrivé là, pourquoi c'est comme ça et pas autrement, et pouvoir éventuellement qu'on se rend compte qu'autre chose est possible. Quand on dit autre chose est possible, il faudrait peut-être voir à quelles conditions effectivement c'est possible. Il suffit pas de le dire, il faut analyser les conditions qui pourraient rendre ça possible et même plutôt effectif, réalisé. Et là intervient la philosophie. La philosophie, c'est une des manières qui permet de comprendre mieux les conditions de possibilité d'une chose. À quelles conditions, par exemple, l'individu est-il capable d'agir sur la société? C'est le thème de ce cycle. À quelles conditions? Donc comment mieux comprendre les conditions par lesquelles un individu, ou un groupe d'individus de préférence, pourront agir sur les institutions de leur société? Et par institution, ça c'est très important parce que c'est dans le titre même de Castoriadis, qu'est-ce qu'on entend par institution? On n'entend pas simplement les organismes qui structurent la vie en société, comme par exemple l'organisme qui est l'éducation nationale, ou l'organisme qui est la sécurité sociale, ou l'organisation du travail, qui sont des institutions bien sûr, pas les institutions. Mais Castoriadis vise beaucoup plus que ça, une institution dans un sens plus fondamental encore, qui est l'ensemble des convictions qu'a une société et qui les fait justement produire ces institutions dans le sens le plus habituel du terme. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'une société met en place un système d'éducation nationale? Eh bien, c'est pas si évident que ça. Nous, ça nous paraît évident. On a toujours connu ça. Enfin, plus du moins, on sait qu'historiquement, il y a eu un moment où il y a eu l'obligation scolaire. Mais c'est pas seulement ça. Pas seulement le désir d'obligation scolaire. Il y a beaucoup plus que ça dans le fait qu'une société décide d'instaurer une éducation nationale. Ça repose notamment sur le fait que, ici je parle de la société en général, après il faudra venir évidemment dans le détail, c'est-à-dire se dire mais qui dans cette société? Là c'est beaucoup plus complexe. Mais bon, prenons d'abord la société en gros. C'est qu'elle considère que la transmission des savoirs doit être faite par des spécialistes, des professionnels de la transmission du savoir, des enseignants professionnels. Parce qu'on pourrait très bien imaginer une société, d'ailleurs il y en a plein, où la transmission ne se fait pas par des professionnels, où elle se fait par tout le monde, par ce que chacun est capable de faire. C'est pas le cas ici, c'est des professionnels. Et d'autre part, elle considère aussi que tout ceci doit être encadré dans un lieu et un temps bien précis. Le même pour tout le monde, pour tous les enfants de cette société. Donc il y a beaucoup de présupposés là-dedans. Le même pour tout le monde. Ah, pourquoi le même pour tout le monde? On pourrait interroger ça. Pourquoi on donne le même enseignement à tout le monde, aux mêmes heures, dans le même type de lieu et avec des professionnels? Le fait de cette professionnalisation de l'enseignement, on peut dire qu'il repose encore sur une autre conviction antérieure, qui est que les tâches nécessaires dans une société doivent
doivent être attribués à des personnes différentes. C'est la professionnalisation en général, et pas seulement celle de l'enseignant. Alors qu'il y a des tas de sociétés où tout le monde fait les mêmes tâches, où tout le monde est agriculteur, ou bien tout le monde est chasseur, tout le monde fait les mêmes tâches, mis à part la division sexuelle des tâches qui, elle, est en général évidemment universelle. Donc cette division des tâches, on peut dire que, bien sûr, elle est justifiée d'une certaine manière par la complexité des savoirs et des savoir-faire, donc aussi bien des connaissances que des savoir-faire pratiques, techniques, qui sont dans notre société extrêmement développés, qui se sont accumulés d'une manière tellement expansionnelle qu'il n'y a plus moyen pour une seule personne de les connaître tous. C'est impossible. Et donc forcément on est obligé de se spécialiser. D'accord, ça c'est une justification rationnelle du fait qu'on est obligé de spécialiser les savoirs et donc les transmissions. Mais on peut toujours poser la question, et c'est pour ça je remonte d'institution en institution. Tout ça c'est pour Castoriadis des institutions. Bon. Mais on peut toujours poser la question de savoir est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? C'est-à-dire supposons que notre valeur la plus fondamentale, celle à laquelle on tienne le plus, c'est l'égalité. Si on tient le plus à l'égalité, plus que toute autre chose, alors on pourrait renoncer à la complexité du savoir, puisque dès qu'il y a complexité, il y a inégalité. Je vous rappelle les réflexions qui ont été faites au XVIIIe siècle, notamment par Rousseau, mais par d'autres aussi, sur la naissance des inégalités parmi les hommes. Qu'est-ce qui a produit des inégalités parmi les hommes? Les arts et les sciences. Parce qu'il y a toujours quelqu'un de plus doué, il y a toujours quelqu'un qui apprend mieux, ou qui crée mieux. Et donc, dès qu'une société développe des arts et des sciences, il y aura de l'inégalité qui surgira entre ceux qui le font mieux, ceux qui le font moins bien, ceux qui ont plus envie de le faire, les autres moins, etc. Alors, on pourrait dire aussi, cette inégalité-là, elle n'est pas gênante. Ce qui nous gêne, c'est pas celle-là, c'est l'inégalité de l'application de la loi, etc. Bon, d'accord. Mais sur tout ça, donc, il faut se mettre au clair. C'est-à-dire que la plupart du temps, ce sont des choses qui sont implicites et qui ne sont pas interrogées. On ne se dit pas à chaque fois qu'on pense à l'institution éducation nationale, ça repose sur le fait que nous préférons la complexité de tous les savoirs plutôt qu'une stricte égalité où tout le monde ferait la même chose et où la transmission des savoirs serait extrêmement beaucoup plus simple et donc accessible à tout le monde. Voilà. Tout ça pour vous dire que institution, ça s'entendra généralement, donc, en parlant de Castoriadis, des convictions fondamentales qu'une société a et sur lesquelles elle fait reposer toutes ces institutions matérielles, effectives, toutes ces réalisations. Une série de convictions, il n'appelle pas convictions, lui, il l'appelle signification. Il dit que ce sont des significations. Pourquoi des significations? Parce que ce sont les manières dont on interprète les choses, dont on interprète ce que peut l'être humain, ce qu'on estime que nous devons faire, nous, en tant que telle société, et aussi des représentations de ce que nous sommes par rapport au monde, du monde qui nous entoure, de notre relation à lui, et des autres sociétés et de notre relation à elle. Tout ça, ce sont des représentations, encore une fois, que très rarement on interroge. Elles nous viennent depuis la naissance, on baigne dedans, et on s'interroge plus trop là-dessus. C'est ce qu'on appelle donc représentation ou des significations. Tout ça, ce sont des significations. Et toute société, bien entendu, doit nécessairement se donner des significations. Toute société doit instituer, c'est une institution, elle doit instituer le sens qu'elle donne à son environnement, à ce à quoi elle se destine, qu'est-ce qu'elle désire développer ou pas, et puis à tous ces partages très importants, dichotomiques, entre ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est considéré comme bon, ce qui est considéré comme mauvais, tout ce genre de valeurs, d'institutions, donc de valeurs, qui caractérisent une société et qui fait que les sociétés sont très différentes entre elles. Qu'on a une variété extraordinaire, justement, de classement de ce qui est permis, interdit, valorisé, dévalorisé. Donc ça, c'est pour définir le terme institution, en quel sens il l'entend, et le terme imaginaire, ça, on va y venir plus amplement, mais déjà, il faut savoir que c'est pas l'imaginaire simplement au sens courant du terme, c'est-à-dire l'imaginaire qui s'oppose au réel, l'imaginaire comme fiction. C'est pas dans ce sens-là qu'il l'entend, ça c'est ce qu'il appelle un imaginaire second ou dérivé, mais l'imaginaire au sens où il va l'utiliser comme concept philosophique, c'est la faculté justement de créer toutes ces significations fondamentales, donc toutes ces représentations qui donnent une identité à une société. C'est ça l'imaginaire social. L'imaginaire social pour lui, c'est le fait que tout groupe social crée une série de représentations par lesquelles il se définit lui-même, définit ses relations aux autres, ses relations à son environnement, ce qu'il se donne comme destinée, comme finalité, comme but, et la manière dont il valorise différentes choses. Donc ça, cette capacité de créer ça, c'est l'imaginaire. C'est une capacité imaginaire. Pourquoi c'est une capacité imaginaire? Bien, parce que c'est pas encore du réel au moment où on décide de l'instituer. Ce n'est pas encore là. Il faut le produire. Et Castoriadis dit que c'est une création vraiment au sens plein du terme, c'est-à-dire ex nihilo, à partir de rien. C'est-à-dire que ça n'existait pas encore. Alors pas de rien du tout, évidemment. Il y a aussi une capacité de penser, il y a aussi déjà eu des expériences, on a tous la sensibilité, on a tous... Bon, bien entendu, ça vient pas de rien. L'être humain a évolué progressivement, il ne vient pas de rien, il vient pas directement de l'amibe. Bon, il y a déjà tout un savoir accumulé, évidemment, tout au cours de l'évolution. C'est pas de rien dans ce sens-là. Mais c'est une création à partir de rien au sens de... C'est pas simplement une dérivation de quelque chose qui existait déjà, et dont on pourrait dire qu'il y a une sorte de nécessité à ce que ça advienne. Ça, c'est une thèse très importante de Castoriadis. Il n'y a pas de nécessité au développement historique. Parce que ce qui vient à un certain moment n'était pas déjà contenu dans ce qui était avant. Il ne peut pas être simplement déduit de ce qui existait avant. Ce qui
existait avant n'est pas une cause suffisante pour déterminer ce qui viendra après, donc ce qu'une société créera de nouveau. C'est une cause nécessaire sans doute, ce qui existait avant est une cause nécessaire parce que tout ce qu'on va créer évidemment repose sur des contraintes, mais c'est pas une cause suffisante, c'est-à-dire ça ne donne pas une nécessité à la forme que prendra la création. Donc il y a une liberté de création de la part des sociétés. Et c'est pour ça qu'elles sont aussi diverses, aussi différentes les unes des autres. C'est parce qu'elles sont libres de créer des choses différentes, même à partir des mêmes contraintes de départ.